Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Plein Feu. Je suis Jérôme Ouellette et je suis directeur des programmes de leadership chez Excellence en Santé Canada et je suis vraiment ravi aujourd'hui d'animer ce webinaire. Avant de commencer, on va prendre quelques minutes pour passer en revue certains détails techniques afin que toutes les personnes qui se joignent à nous aujourd'hui de partout au pays puissent profiter pleinement de la séance. Veuillez noter que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Le service d'interprétation simultanée en anglais est aussi offert par Boost Events, une filiale de Boost Lingo LLC. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, sélectionnez Anglais dans le menu d'interprétation qui se trouve en bas de l'écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation, vous sélectionnez le menu Plus qui est illustré par trois petits points et sélectionnez Interprétation par la suite. Utilisez le clavardage ou levez la main à tout moment pour nous faire part de vos questions et vos commentaires en anglais ou en français. Nous vous encourageons aussi à répondre aux commentaires et aux questions du clavardage à votre guise pendant le webinaire. Si vous avez besoin de soutien technique pendant le webinaire, envoyez un message à Soutien technique dans la boîte de clavardage. J'aimerais tout d'abord commencer par reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur un territoire qui a été habité par des peuples autochtones depuis les tout débuts. Nous enregistrons précisément ce webinaire à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions sincèrement le lien historique qui l'unit à ce lieu où nous nous retrouvons aujourd'hui rassemblés virtuellement. Je vous invite à vous présenter dans la fenêtre de clavardage et à indiquer à partir de quel territoire vous vous joignez aujourd'hui. Merci à nos collègues d'Excellence en Santé Canada qui partagent le site web Native Land dans le clavardage. Consultez-le pour en savoir un peu plus sur le territoire où vous vous trouvez. Diapo suivante, s'il vous plaît. Next slide, please. Donc, aujourd'hui, la série Plein Feu, c'est un canal privilégié pour mener des discussions qui sont ciblées, constructives et pour explorer des pistes de solutions afin de pérenniser les améliorations et façonner ensemble l'avenir de la qualité et de la sécurité partout au pays. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule De la prise de conscience à l'action, dépasser les préjudices et viser des soins plus sûrs. Cette édition spéciale a pour toile de fond du thème de la Semaine nationale de la sécurité des patients, des soins plus sûrs portés par toutes les voix. Ce thème nous invite à écouter plus attentivement, à poser des questions importantes et à prendre ensemble des mesures concrètes pour améliorer la sécurité des soins. Et la sécurité des soins, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça repose principalement sur une responsabilité qui est partagée. Ça implique aussi d'avoir des discussions qui sont courageuses et des systèmes aussi qui donnent la voix à chacune des personnes à ce chapitre. Que vous soyez prestataire de soins, que vous soyez une personne proche aidante, que vous soyez responsable d'équipe ou un chef de file en matière de santé, votre voix est importante. On va essayer de aujourd'hui découvrir comment est-ce qu'on peut passer de la théorie à la pratique, puis surtout agir collectivement pour faire en sorte qu'on arrive à prodiguer des soins et des services qui sont plus sûrs à l'échelle du pays. Et une de ces voix-là, en fait, vous allez avoir la chance aujourd'hui d'entendre trois différentes voix, justement, pour nous amener à mener à bien cette réflexion-là. Donc, aujourd'hui, les trois panélistes que j'ai le plaisir d'accueillir sont Tania McDonald, qui est directrice des services pour aînés des programmes communautaires de Pearly Health. Et par la suite, on va aussi avoir le bonheur d'entendre Cassandra Poitras, qui est fondatrice de Conseil Zèbre, politique et patiente partenaire. Et aussi, la troisième et la dernière panéliste, et non la moindre, Isabelle Savard, qui est directrice régionale du Québec d'Agrément Canada. Donc, bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, Bonjour. avant de lancer la discussion, je vais demander à Tania de bien vouloir se présenter plus longuement. Oui, donc, bonjour, merci. Je suis très contente de participer dans cette discussion aujourd'hui au sujet de la sécurité des soins. Donc, comme Jérôme a mentionné, je suis directrice du logement et programme communautaire pour les personnes âgées à Pearly Health.
Pearly Health est un organisme à but non lucratif. On est situé à Ottawa. Donc, moi aussi, je présente aujourd'hui du territoire non cédé du peuple algonquin à Ottawa. Et on est plus connu sous je dirais pour nos services de soins longue durée, parce que nous avons un centre de soins longue durée avec environ 450 lits, mais aussi on a beaucoup de programmes communautaires dont je suis responsable, et ceci inclut des logements abordables pour personnes âgées avec des services de soins par des préposés aux bénéficiaires. Et aussi, on a un programme de répit pour les personnes vivant avec des troubles cognitifs majeurs. Et aussi, on a un programme plus en amont pour les personnes âgées dans notre communauté qui veulent rester actifs pendant leur parcours de vieillissement. Donc, je suis responsable du volet plus communautaire. Merci beaucoup, Tania. On va poursuivre avec Cassandra. Oui, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Cassandra Poitras. Je suis étudiante à la maîtrise en administration publique, spécialisation en gouvernance. Autre que cela, j'ai fondé Conseil Z Politique et je suis patiente partenaire depuis près de 10 ans dans le réseau de la santé au Québec. Je m'implique dans plusieurs niveaux, donc tout ce qui peut être au niveau de comité stratégique, comité institutionnel public, parapublic. Ma spécialisation est surtout dans tout ce qui est prise en charge complexe, donc maladies rares, maladies sans diagnostic. Mais bien évidemment, à certains égards, je participe à plusieurs chapeaux. Donc, voilà. Merci beaucoup, Cassandra. Isabelle. Oui, ben bonjour à tous ben merci de l'invitation. Isabelle Savard, je suis directrice régionale pour le Québec et pour la francophonie canadienne pour Agrément Canada. En fait, je suis responsable des équipes qui sont en soutien aux établissements, aux organismes qui en agrément et en certification là, au Québec et la francophonie canadienne. Donc, pour faire les programmes et pour soutenir, dans le fond, tous ces programmes-là. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Étant un organisme d'agrément, ben, la sécurité, c'est notre première préoccupation. Alors, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, d'emblée, moi, j'ai eu la chance comme animateur aujourd'hui du panel de voir un petit peu un aperçu de certaines des réponses, de certaines des discussions qu'on va avoir avec les panélistes. Je dois vous dire que j'étais très emballé à lire leurs réflexions. Donc, on va tout de suite amorcer avec la première question qu'on a souhaité vous poser aujourd'hui, qui est, parlez-nous en fait de votre rôle et de ce que signifie pour vous rendre les soins plus sûrs. Donc, on va commencer. En fait, je vais commencer dans le même ordre que les présentations. Donc, Tania, je vais te demander en 1 à 3 minutes de nous parler de qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton contexte de rendre les soins plus sûrs. Donc, merci Jérôme. Oui, c'est une bonne question. Puis, des fois, il faut vraiment arrêter puis réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon quotidien. Mais vraiment, la sécurité des soins et des services qu'on offre ici dans nos programmes, c'est quelque chose, je vous dirais, qu'on pense à tous les jours. Et avec toutes les interactions qu'on a avec nos clients, nos participants dans nos programmes et aussi avec le personnel. Donc, pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins. Ça commence par l'écoute active des besoins, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, puis vraiment s'assurer que les services et les programmes qu'on offre sont vraiment axés sur leurs besoins et de vraiment créer ces liens de confiance-là avec les gens pour qu'ils puissent nous parler de ce qui va bien, ce qui va moins bien, toujours dans l'optique d'amélioration et parce qu'on ne peut pas tout savoir dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment important de bâtir ces relations avec les gens, de vraiment être à l'écoute et de prendre leur perspective en considération chaque fois qu'on réfléchit à notre offre de service, nos programmes, nos interactions. Et de l'autre côté, pour le personnel, c'est de vraiment s'assurer qu'ils ont les outils pour justement livrer un travail, des services qui sont vraiment axés sur la personne de façon sécuritaire. Et aussi de bâtir ce lien de confiance avec mon équipe, que quand il y a des choses qui ne vont pas, quand on voit des petits pépins, qu'ils viennent me voir, on s'en parle dans l'optique d'apprendre. Donc, c'est vraiment créer cette culture où ça vient, genre, on normalise les conversations avec les gens, que ce soit les participants, le personnel, l'équipe au complet, pour vraiment normaliser les conversations au sujet de la sécurité pour vraiment aller de l'avant avec l'optique d'apprentissage. Puis aussi d'être transparent.
Excellent. Merci beaucoup, Tania. On va poursuivre avec Cassandra. Oui, donc premièrement, j'aimerais remercier la réponse de Tania pour faire du rebond là-dessus. Donc moi, à mon titre, je suis patiente partenaire. Donc, je suis activement impliquée dans plusieurs comités stratégiques, groupes de travail, conseils d'administration, des projets aussi, auprès de différentes instances décisionnelles, tant dans les organismes publics, parapublics que communautaires, dans le réseau de la santé, comme je spécifie plus tôt. Mon objectif premier, c'est de mettre à profit mon savoir expérientiel. Je mets beaucoup l'accent sur expérientiel autour de la table des décisions afin de mettre de l'avant non seulement l'expérience, mais faire entendre aussi la voix des patients. Améliorer les pratiques, renforcer la collaboration entre les acteurs, puis pouvoir euh, apporter une approche de soins qui est véritablement centrée sur les besoins des patients. Puis pour répondre aussi à la question au niveau de rendre les soins plus sûrs, je dirais que pour moi, rendre les soins plus sûrs, ça passe avant tout par une meilleure intégration des patients partenaires dans les processus décisionnels puis les pratiques cliniques. Donc, des ramener autour de la table puis leur laisser une place, la même chaise que tous les autres professionnels. Puis, ça implique aussi d'améliorer significativement la communication, faire aussi de la vulgarisation pour que le patient se sente inclus. Puis c'est aussi, au-delà du patient, c'est entre les professionnels également et renforcer aussi tout ce qui est au niveau sectoriel. Donc, vraiment, tant au niveau de l'intra de l'institution qu'au niveau aussi de ce qui peut être déployé à l'extérieur. Donc, au niveau de la collaboration entre les institutions. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Cassandra. Isabelle? Oui, en fait, au cours de ma carrière, j'ai occupé différents postes, que ce soit, en fait, avant de joindre l'Agrément Canada, je travaillais dans le réseau de la santé et services sociaux au Québec. J'ai occupé différents postes aussi au ministère de la Santé, mais si un fil conducteur à mon parcours professionnel, ça a toujours été un souci, je dirais, de servir l'intérêt public. Et plus tard, en santé, je vous dirais, c'est vraiment la question de la qualité et de la sécurité des soins. Euh, pour moi, dans le travail que je fais, que ce soit à l'intérieur de mon équipe immédiate ou ce que le travail que l'équipe d'Agrément Canada fait, c'est beaucoup de créer des conditions, dans le fond, qui sont propices à une culture d'apprentissage au sein des organisations, à de la transparence, de la collaboration aussi. Et je crois beaucoup au principe d'intelligence collective. Je pense que quand on est capable de travailler ensemble dans une perspective qui intègre de l'interdisciplinarité, on devient beaucoup plus intelligent. Et en ce sens-là, ben, la place des patients, des familles, des partenaires, des professionnels et des gestionnaires ben, est importante parce que chacun a une voix puis a une perspective différente. Et à la fin, ben, ce qu'on crée, c'est de la qualité puis de la sécurité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un des panélistes, une des panélistes veut réagir peut-être à ce que vous avez entendu des autres panélistes? Ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on se complète beaucoup dans la vision des choses. Puis je peux me permettre une anecdote. Lorsque j'évoluais dans le réseau de la santé, j'avais posé la question à mes équipes, peu importe le titre qu'ils avaient, ceux qui travaillaient en santé, ben, pourquoi vous avez choisi de travailler en santé? Et tout le monde me disait, ben, c'est parce que je veux aider. Et c'est un peu ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous rassemble, même si on fait des choses différentes. Absolument. Ce que j'ai entendu aussi qui est commun dans dans vos trois réponses, en fait, c'est que il y a vraiment ce souci-là de faire en sorte que peu importe la perspective, que tout le monde soit vraiment au cœur d'un processus décisionnel. Tout ça avec ce que vous avez apporté, ce que tu as apporté, Isabelle, dans le souci d'aider l'autre. Et parfois, ça part de bonnes intentions, même si des fois, on a de la difficulté à mettre des actions en place. Et ça m'amène à l'autre question. Ah, je vais donner la parole à Cassandra. Allez-y, Oui, ben si je peux faire une petite anecdote également en réponse à Isabelle, je trouve ça très drôle qu'on soit ensemble aujourd'hui, puisque actuellement, je siège sur le conseil d'administration du CIUS de la Montérégie-Ouest comme vice-présidente. OK. Mais sur un autre chapeau, je suis aussi patiente partenaire là-bas et actuellement, justement, je conseille à titre de patiente sur le processus d'agrément Canada. Donc, OK. j'accompagne l'équipe d'un point de vue patient et je leur donne des réponses, des pistes de solutions, des pistes d'amélioration d'un langue patient.
Donc, je trouve ça très drôle qu'on soit ensemble aujourd'hui, mais c'est Oui, une anecdote que je voulais soulever sur comment que des fois, même dans les institutions, on peut collaborer sur des projets. tout à fait. Et ça m'amène justement, en fait, vous avez déjà commencé à l'aborder. La deuxième question, en fait, qu'on veut vous poser aujourd'hui, c'est parlez-nous d'actions concrètes pour rendre des soins plus sûrs. Donc, Cassandra, tu as comme ouvert la voie là, avec ton implication avec Agrément Canada. Donc, veux-tu, en fait, soit nous en parler davantage ou parler de d'autres actions concrètes qui, selon toi, contribuent à rendre les soins plus sûrs? Oui, ben, j'ai brisé la glace de façon involontaire, je m'en excuse, Jérôme. C'est Mais parfait. effectivement, donc c'est une des très bonnes exemples, justement, c'est une innovation qu'on a mis de l'avant. Donc, dans le contexte d'Agrément Canada, on essaie de voir comment qu'on peut améliorer les processus et implanter une pratique qui va être vraiment dans toute l'institution, donc d'accompagner les différents professionnels dans l'approche d'Agrément Canada. Et aussi, on essaie de travailler parce que c'est quand même des terminologies qui sont lourdes pour les patients. Donc, on essaie de faire de la vulgarisation aussi pour qu'à la fois le patient puisse justement mettre de l'avant de façon agréable son expérience pour accompagner les équipes. Mais c'était pas ma réponse, donc ça a été, donc j'ai rajouté ça. Mais moi, ce que je peux apporter, c'est justement, moi, mon expérience que je veux mettre de l'avant, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand que j'ai participé à titre de patiente partenaire il y a déjà quelques années, mais tout de même, c'est la plus grande fierté que j'ai eue. C'est ma première implication. C'était comme patiente partenaire pour Montréal In Vivo. J'avais justement collaboré sur différentes instances et ça l'a mené en fait à l'élaboration, entre autres, du plan stratégique sur les maladies rares et la politique sur les maladies rares. Et je suis encore à ce titre impliquée. Donc, quand on parle justement de durabilité dans les implications. Ça fait bientôt 4 ans que je suis impliquée avec eux. Donc, j'ai passé de patiente partenaire sur ce comité-là. Donc, on a vraiment été en amont du processus. Donc, j'ai participé à l'élaboration, la réflexion et différents comités. Ça l'a mené justement à la collaboration avec le M3S à la création du plan et la politique. Et à ce jour, maintenant, je siège sur le comité stratégique pilote de Montréal In Vivo. Et en ce moment, on commence déjà à tranquillement se préparer parce que la politique était jusqu'en 2027. Donc, justement, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, mais à travers ça, je pourrais prendre toute la rencontre pour parler de toutes les belles innovations que j'ai vues en partenariat patient. Mais je dirais qu'une des choses que moi, je trouve de très beau à voir, c'est quand c'est des projets qui sont dans le temps. Donc, on va impliquer le patient dans toutes les étapes du processus. Donc, en amont, et pas seulement à la fin. Ce qui permet vraiment au patient, de pouvoir piloter, accompagner les gens, mais pour lui, c'est aussi gratifiant de se dire, j'ai participé à ce projet non-là, non pas comme quelqu'un à la fin pour cocher une case, quoi que ce soit, mais j'ai vraiment eu un titre, un rôle, j'ai fait le changement. Donc, pour moi, je dirais que c'est ça qui, me- qui me, en fait, qui répondra à la question, Jérôme. Puis en fait, juste avant qu'on continue avec les autres panélistes, vous avez, t'as dit Cassandra, en fait, une des choses qui pour moi a été une condition gagnante, ça a été d'être impliqué dès le départ. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conditions gagnantes? Parce qu'on sait que même si souvent on a le souhait d'impliquer les patients partenaires dans les projets, ben des fois, c'est pas toujours un succès. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui a fait que tu voudrais nous partager? Qui ont fait qui s'inscrivent selon toi dans des conditions gagnantes pour la durabilité, en fait, de cette expérience-là dans ton cas. Moi, je dirais que c'est quand que le patient se sent partie prenante. Donc, justement, qu'il va avoir la même reconnaissance qu'un professionnel. Par expérience, ça m'est déjà arrivé malheureusement sur le terrain de réaliser, en fait, de constater qu'il y a une différence entre le savoir expérientiel et le savoir professionnel. Et ce n'est pas partout qu'on ne reconnaît du même niveau. Donc, par exemple, c'est sûr que moi, ce que je dis souvent, quelqu'un me dit, ouais, mais tu n'as pas de coût professionnel. J'ai dit, oui, mais attendez un instant. J'ai dit, le médecin ne peut pas remplacer le patient et le patient ne peut pas remplacer le professionnel. Est-ce qu'on pourrait le voir de façon complémentaire? Je vais donner un exemple très, très drôle, mais c'est souvent ça que je donne à mes patients. Quand on a un problème avec notre voiture et qu'on n'est pas capable de le résoudre, qui on va voir? On va voir un garagiste. Par contre, si la personne qui amène la voiture ne dit pas son problème au garagiste, ça ne veut pas dire que le garagiste va nécessairement pouvoir faire la réparation nécessaire à la voiture. Donc, c'est là qu'on réalise à quel point les deux sont complémentaires. Et je crois que c'est ce sentiment-là qui est le plus important, de vraiment accepter de percevoir le patient non pas comme un utilisateur, mais comme un levier, et que ce soit dans la recherche, dans l'amélioration continue, dans n'importe quel processus. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est que le patient se sent en sécurité et se sent validé. Puis je dirais aussi, je rajouterais la gratitude. Par exemple, si on travaille un projet de recherche, de dire que justement, hey,
le patient a contribué comme collaborateur à ce projet-là, c'est le fun pour un patient. Donc, je dirais que c'est vraiment ça la base. À partir de là, on pourrait analyser vraiment en profondeur qu'est-ce qui peut être des solutions gagnantes, mais je dirais que ça part vraiment de la graine de départ. Merci. Donc, la reconnaissance, le plus globalement, la reconnaissance de la contribution du patient dans tous les aspects du processus. Merci beaucoup, Cassandra. Je vais continuer avec Isabelle. Donc, quelle action concrète pour rendre les soins plus sûrs? Ben, en fait, moi, dans je dirais les derniers projets que j'ai vus, que j'ai trouvés les plus prometteurs, c'est ce qui me passionne actuellement, c'est vraiment tout le développement des alternatives à l'hospitalisation. Notamment en santé mentale, il y a des choses extraordinaires qui se développent, là, entre autres soutenues par Santé Québec, mais je pense entre autres à un projet au CIUS Mauricie Centre du Québec où ils ont développé ce qu'ils appellent le traitement intensif bref à domicile. Ça a des résultats vraiment intéressants. Entre autres, il y avait des chiffres comme 35 d'admissions en psychiatrie qui ont été évitées en traitant des gens à domicile. Peut-être, Isabelle, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que Oui, peut-être parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec l'hospitalisation à oui, domicile, oui, oui, peut-être tout à juste fait. nous préciser un petit Ben, peu globalement, qu'est-ce que c'est l'hospitalisation à globalement, domicile, s'il les vous plaît. projets varient les uns les autres, mais globalement, c'est que au lieu que le patient soit hospitalisé dans l'hôpital, il est hospitalisé chez lui et généralement, soit par des objets connectés, il y a un suivi qui se fait, il y a des professionnels qui se déplacent, parfois des médecins, tout dépendant du modèle, mais l'idée, c'est vraiment d'être une alternative à être hospitalisé à l'intérieur d'un hôpital. Cette approche-là, qui a des résultats des fois là, vraiment intéressants, ben ça a pour conséquence, entre autres, d'éviter qu'il y ait des hospitalisations prolongées, d'éviter tout ce qui est infection nosocomiale. On le sait, là, ça peut avoir des conséquences très importantes, des conséquences néfastes, de la désorientation là, pour certaines clientèles vulnérables. Et ça fait des soins qui finalement sont plus humains, personnalisés aussi. Et d'une certaine façon, ça permet à l'équipe soignante aussi souvent d'avoir accès à tout ce qui est à l'environnement en fait du patient, de pouvoir créer des liens avec la famille, avec les proches aidants, d'éviter là, dans le fond des rechutes aussi et des retours. Donc, ça a plein, je dirais, c'est très vertueux en quelque sorte de pouvoir faire ça. Et donc, mais en même temps, ça repose sur des protocoles qui sont sérieux. Souvent, c'est très bien encadré avec, je dirais, tout à fait sécuritaire. Ben, entre autres choses, c'est une expérience qui est souvent jugée beaucoup plus positive pour les patients. Être hospitalisé en psychiatrie alors qu'on pourrait l'être chez soi, je pense que c'est mieux d'éviter parce que il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de. Ça peut être un peu perturbant d'être hospitalisé dans un milieu psychiatrique où des mesures de sécurité sont élevées, par exemple, quand on a une condition qui ne nécessiterait pas, dans le fond, ces mesures-là un peu extrêmes. Fait que donc, il y a plein de vertus, je dirais, à pouvoir faire l'hospitalisation à domicile. Donc, dans le fond, par ce moyen-là, c'est comment, en fait, on peut mieux adapter les Mhm, interventions et aussi tenir compte de l'environnement, de la personne, de son exact. réseau de soutien pour vraiment faciliter, dans le fond, soit sa guérison ou, disons, faciliter cette transition-là d'expérience de soins Tout à fait. pour qu'elle soit le plus harmonieuse possible. Et ce que ça inclut, c'est considérer aussi son environnement de vie comme un environnement de soins. Mhm, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Tania? Je suis contente qu'Isabelle a abordé toutes les possibilités en communauté parce que, évidemment, c'est là où j'œuvre et je passe Ouais. du temps. Puis je suis complètement d'accord, mais moi je suis moins dans le aigu, mais plus dans les soins complexes avec la population vieillissante, qu'on sait que 86% des gens veulent vieillir chez soi. Donc c'est super important d'avoir des alternatives pour les personnes. Mais comme Isabelle dit, je pense que ça prend l'encadrement des protocoles bien élaborés parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de pression sur le système de santé en ce moment. Puis je peux parler pour l'Ontario, puis je crois que c'est pareil partout à travers le pays.
On a beaucoup de personnes qui attendent à l'hôpital pour des lits de soins de longue durée. On trouve on cherche des alternatives pour soutenir le vieillissement chez soi. Sauf que des fois, je trouve que les gens sont vite à donner les congés, puis on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours mis en place tous les éléments qui sont nécessaires pour s'assurer que le transfert se fasse de façon sécuritaire. Donc, il faut vraiment, c'est là où c'est important de travailler avec des protocoles bien établis, des corridors de soins qui sont établis et aussi de travailler en partenariat, vraiment de concert avec les partenaires hospitaliers, communautaires pour s'assurer qu'on puisse bien encadrer les gens lorsqu'on les reçoit en communauté afin de s'assurer que les soins qu'on offre sont vraiment pertinents et offerts de façon sécuritaire. Donc, on a des fois ces enjeux-là au niveau de la collaboration avec le système de santé, mais je trouve que c'est super important de travailler ensemble au niveau du système parce évidemment, on est tous là pour les mêmes raisons. Et aussi, dans le concret, à tous les jours, je trouve que justement, lorsque les personnes y ont besoin de plus de soins ou plus d'encadrement, ben, c'est vraiment important de travailler de concert avec les patients partenaires, les proches aidants, toutes les communautés, nos partenaires communautaires pour s'assurer qu'on travaille tous ensemble afin de soutenir les gens. Donc, j'apprécie aussi ce que Cassandra apporte, c'est vraiment de prioriser toutes les perspectives de toutes les personnes afin de vraiment bien soutenir la personne dans l'optique de qualité de vie, sécurité, puis vraiment répondre à leurs besoins là, de façon personnelle. Là. Je trouve que c'est ça, de façon concrète qu'on vit la sécurité des patients tous les jours. Excellent, merci. Justement, en fait, Tania, tu viens de nommer une notion importante, hein, puis ça a été aussi un élément que vous avez abordé tous les trois en début de discussion, la notion des besoins des patients. Puis à cet égard-là, en fait, j'aimerais peut-être donner le micro à Cassandra pour peut-être expliquer en fait quelques-uns des défis en lien avec ces besoins-là. Cassandra, est-ce que tu voudrais nous peut-être en nommer qui sont soit de ton expérience personnelle ou que tu vois plus largement considérant ton implication? Si j'ai bien compris la question, c'est de nommer quelques défis que j'ai vus sur le terrain, en fait. Exactement, oui. Oui, mais en fait, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux. Premièrement, il y a la communication. Donc, une des premières réponses qu'un patient me dit, c'est, ben, comment je peux être patient partenaire? Qu'est-ce que mon expérience peut faire comme changement? Donc, je pense aussi que, premièrement, il y a un manque parfois dans certaines institutions, parce qu'on parle bien évidemment actuellement aux grandeurs du Canada. Donc, moi, j'ai une vision très centrique sur le Québec. Il y a beaucoup de patients qui ne pensent pas pouvoir faire la différence, qui peuvent faire la différence. Je dirais aussi qu'il y a un manque de communication sur les opportunités de s'impliquer. Puis je pense que parfois, les institutions ne tendent pas assez la main vers les patients. Je m'explique. Par exemple, une des choses qu'on veut travailler au CIUS, c'est vraiment d'avoir une pratique à l'interne. Donc, à la place que le patient vienne vers l'institution pour dire je veux être patient partenaire ou je veux m'impliquer, que l'institution fasse le contraire. Donc, écoutez, on a besoin de vous. On veut vous avoir parmi nous, on veut vous faire une place autour de la table, puis de voir comment qu'on peut, en tant qu'institution, aller justement challenger les patients puis montrer que c'est un plus-value. Certains patients aussi, il y a les enjeux aussi au Québec actuellement de la rémunération des patients. Est-ce qu'on rémunère? Est-ce que c'est seulement le point de vue bénévolat, qui est un enjeu aussi? Puisque certains, on voit au niveau de l'implication, c'est majoritairement des personnes qui sont plus âgées. Donc, il va y avoir justement des problèmes au niveau de si je touche un salaire, il va y avoir des dommages au niveau de ce que je touche au point de vue du gouvernement. Par contre, il y a des gens comme de mon âge et certains collègues qui sont plus jeunes, qui vont sacrifier des heures de travail pour pouvoir venir justement participer à des projets. Donc, est-ce qu'on va rémunérer ou non? Et il n'y a pas de pratique constante actuellement sur la rémunération. Donc, c'est vraiment à l'institution. Donc, une institution va avoir une rémunération, une autre institution va avoir une rémunération. Il n'y a pas d'uniformité à ce niveau-là. Donc, ça vient faire un frein. Certaines personnes qui sont en situation de précarité ou qui vont justement avoir des difficultés ou des enjeux économiques ne peuvent pas nécessairement s'impliquer. Et aussi au niveau de la langue, par exemple, qui va être un enjeu aussi au niveau culturel.
au niveau aussi certaines fois de la situation du patient, donc en tant que tel, sa réalité. Il voudrait s'impliquer d'un point de vue en présentiel, mais sa situation fait qu'il ne peut pas. Donc, est-ce qu'on peut adapter justement le partenariat patient pour que le patient puisse se joindre? Par exemple, avec des rencontres Zoom ou de pouvoir faire justement comme aujourd'hui une transcription dans les participations, ce qui permet d'enlever certains freins. Puis je pense aussi que par moment, il y a aussi la stigmatisation, soit comme j'ai dit tantôt, exposé plus tôt, la différence entre le savoir expérientiel et le savoir professionnel, parfois, qui peut être un enjeu. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, s'il y a un rebond à la question, mais oui. Non, effectivement, en fait, vous avez soulevé ces points-là. Puis, en fait, il y a une des choses aussi que tu as abordées dans la question de manière écrite. Tu as soulevé aussi toute la notion de la complexité des parcours de soins. Et j'aimerais ça t'entendre un petit peu. Je pense que les gens aussi qui sont connectés à travers le pays aimeraient ça aussi t'entendre là-dessus, sur quelles sont les actions concrètes qu'on peut amener pour rendre les soins plus sûrs, considérant cette complexité-là. Oui, mais c'est sûr que, comme que j'ai spécifié plus tôt, moi, j'ai une spécialisation dans tout ce qui est maladies rares et prise en charge des patients qui sont sans diagnostic. Pour faire une petite tranche de vie, moi, je suis une patiente sans diagnostic depuis 10 ans, qui est en errance constante malgré des tests génétiques et plusieurs spécialistes au Québec. On est un peu dépassé par mon cas. Donc, on est en train d'envisager voir à l'extérieur du Québec si on peut pas faire des tests, puisqu'ici, on est en fait à la limite des capacités. Donc, c'est sûr que quand on est dans le contexte des maladies rares, ça nécessite une collaboration avec différents acteurs. Par exemple, dans mon dossier, moi, j'ai plusieurs spécialistes. J'ai un rhumatologue, j'ai un neurologue, j'ai vu d'autres spécialistes qui font qu'on n'a pas le choix pour le patient de travailler en collaboration. Et dans le cas des patients atteints de maladies rares ou un trouble complexe de façon large, le patient devient un acteur clé. Parce que justement, moi, je me suis fait dire par un professionnel et ça m'a marqué. Il dit, on est au même point, toi puis moi, là. Il dit, j'ai pas de réponse à te donner et toi, tu n'as pas de réponse non plus. Il dit, fait qu'on va travailler ensemble pour remettre chacun nos forces de l'avant pour essayer de trouver un diagnostic. Parce qu'il dit, moi, comme professionnel, de ne pas pouvoir t'offrir un diagnostic, c'est pas agréable. C'est pas agréable, j'ai un sentiment d'échec. Il dit, toi, de l'autre côté, en tant que patiente, de ne pas avoir un diagnostic, tu restes dans un stress constant. Et c'est pas bon non plus. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis devenue vraiment quelqu'un qui pouvait apporter des informations. C'était quoi mes symptômes? C'était quoi les traitements qui fonctionnaient? Qu'est-ce qui fonctionnait plus? Qu'est-ce qui fonctionnait moins? Et toutes ces réponses-là, n'importe quel test ne pouvait pas les apporter, que ce soit aux prises, au niveau justement génétique, sanguin ou radiologique, ces informations-là, seul le patient peut l'apporter. Et c'est devenu vraiment une collaboration parce que justement, mes professionnels se parlent entre eux pour pouvoir avoir des traitements qui fonctionnent. Mais moi aussi, des fois, telle information, je l'ai eu dans mon dossier. Puis c'est quelque chose que, en discutant avec d'autres patients qui ont d'autres réalités, j'ai réalisé que ce n'est pas quelque chose qui est uniforme dans le réseau de la santé. Euh, on travaille beaucoup en silo. Je pense que je vous apprend rien. Donc, on parle de plus en plus de cette approche au niveau théorique. Elle commence à faire son implantation dans les milieux pratiques. Mais moi, j'ai eu la chance d'être exposée à justement une collaboration des professionnels. Et même mes professionnels m'ont dit qu'ils voyaient la différence dans mon parcours de soins. Parce que des fois, le médecin dit, ah, je vais y aller avec ce traitement-là. Et l'autre médecin, selon les symptômes puis mon expertise, ça va créer plus de symptômes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouve que c'est une approche, évidemment, ça demande beaucoup, ça vient chercher beaucoup de choses, donc la communication, le travail intersectoriel, ça vient heurter beaucoup d'enjeux, d'actualité dans le réseau, mais j'ai eu la chance d'avoir cette fleur-là dans mon parcours. En fait, ce que j'entends aussi derrière ça, premièrement, merci de ce partage-là, mais c'est vraiment la notion d'équipe. Puis le patient fait partie de cette équipe-là. Donc, et ça rejoint en fait ce que tu as abordé un petit peu plus tôt en termes de la reconnaissance du savoir expérientiel du patient au service, dans le fond, aussi du développement de l'expertise dans les soins et les traitements par rapport au savoir scientifique peut-être plus usuel, traditionnel. Donc, comment ça s'incarne dans la vie des personnes. Tania? Oui, je trouve que c'est super intéressant ce que Cassandra apporte, puis je vois ça aussi dans l'expérience des personnes âgées qui essaient de naviguer dans un système de santé, qui ont besoin de certains services et ils se perdent et ils sont perdus dans le système des fois et c'est eux les personnes qui ont le plus d'informations, de connaissances au sujet de leur parcours, au sujet des services, des interactions qu'ils ont déjà eues avec, par exemple, le système de soins à domicile ou les autres partenaires. Donc, c'est super important
de pas perdre ces gens-là dans le système, puis vraiment moi je trouve notre rôle au niveau de la sécurité, c'est vraiment de peut-être passer à travers un peu la bureaucratie, puis vraiment s'assurer que les services rejoignent les personnes. Euh, je veux dire, on le sait, tu sais, on a tous eu des expériences dans le système de santé. On le sait qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus mais vraiment le rôle là, pour vraiment naviguer les gens puis s'assurer qu'on peut, tu sais, peut-être défaire quelques barrières pour s'assurer que les gens sont vraiment connectés aux services qu'ils ont besoin. Puis c'est eux qui savent le plus c'est quoi leur parcours. Puis on essaie de travailler aussi pour voir c'est quoi le cheminement qu'eux, ils vivent. Comme ça, on peut essayer de s'assurer que l'information sont mises à la bonne place selon leur parcours parce qu'on veut aussi qu'ils aient accès plus en amont. Mais c'est très complexe. Le système est complexe. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des services à profit, à non-profit, à but non lucratif. Mais c'est important qu'on travaille tous ensemble, comme Cassandra a dit, parce que c'est là où est-ce quand on travaille de concert, mais là, on a les meilleurs résultats. Puis je pense qu'Isabelle l'a dit au début aussi, là, tu sais, l'impact, la collectivité, là, c'est vraiment important. Que j'entends aussi derrière ce que tu nous partages, Tania, c'est qu'il y a un volet de complexité, mais il y a aussi des choses qui sont compliquées. Donc, quand on parle des volets administratifs et tout ça, donc là, c'est comment est-ce qu'on fait pour rapprocher, dans le fond, le système des besoins de la population, comment est-ce qu'on fait pour justement arriver à arrimer le système aux besoins et non pas d'ajuster les besoins en fonction du système, là. C'est ce que j'entends à travers ce que tu nous partages. Cassandra, tu voulais réagir au propos de Tania? Oui, ben, tu viens de partiellement répondre à ce que je voulais apporter, Jérôme. Mais ce que je dirais, c'est que une des choses que je constate aussi, puis surtout dans le cas de personnes âgées, c'est que le réseau décharge la responsabilité sur le patient. Et plus ton cas est complexe, plus ça va décharger sur le patient. Le problème, c'est que certains patients sont capables de répondre à cet enjeu-là. Excusez-moi, ma voix m'abandonne, là. Mais le problème, c'est que quand on va dans des enjeux comme des personnes immigrantes, des personnes qui ont des problèmes au niveau linguistique, des personnes âgées ou des personnes déficientes qui n'ont pas nécessairement de proche aidant, ou même un proche aidant, on va y aller avec ce titre-là. Ce qui est complexe, c'est que c'est les lignes du système. Et l'enjeu qui est complexe, c'est qu'on ne peut pas prendre cet enjeu-là et le décharger non plus sur le professionnel, parce que le professionnel doit pouvoir faire ce qui est supposé faire, être un professionnel. Donc, on se ramasse avec une bureaucratie très lourde, à la fois pour le côté patient et le côté professionnel. Donc, pour enchérir totalement sur le point de Tania, je pense que cet enjeu-là aussi, au-delà de ce qu'on parle actuellement de la sécurité, puis ce qu'on peut faire comme impact terrain, je pense qu'il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire plus haut pour aider le terrain. Et quelles seraient vos réflexions là-dessus? Avez-vous des pistes de réflexion concrètes qu'on pourrait amener pour justement réduire ces barrières-là à la sécurité des patients? Qui se lance? Tania? J'ai plein d'idées. Est-ce qu'ils sont faciles? Non. Puis moi, ben, comme tout le monde, j'ai eu un parcours. J'ai travaillé au volet national vraiment depuis les 17 dernières années de ma carrière. Donc, je suis comme moi, j'ai fait l'inverse de peut-être Isabelle. Donc, je suis retournée dans le réseau après plusieurs années d'absence. Donc, je vois l'opportunité. Il faut vraiment que les ministères, selon moi, ça commence d'en haut. Tu sais, le système au complet doit s'adapter à la nouvelle réalité. Ben, pas la nouvelle réalité, ça a toujours été comme ça que les gens, c'est complexe, la santé, c'est complexe. Puis il faut vraiment que les ministères travaillent de concert ensemble. Moi, dans mon quotidien, je vois, tu sais, le logement, la santé, tout le côté social, c'est tout intégré. C'est pas dans trois compartiments ou silos différents. Donc, il faut vraiment que le système, d'abord, travaille de façon plus intégrée. Comme ça, je suis pas en compétition entre les ministères pour des subventions, pour des programmes, pour soutenir des gens ils vivent le quotidien. Eux, ne sont pas intéressés par tu sais, des silos et des compartiments, puis différents ministères qui subventionnent différents programmes. Il faut vraiment que ça soit plus intégré, plus holistique, pour vraiment rencontrer les besoins des personnes. Puis je pense que ça va se transmettre tranquillement, tu sais, des ministères vers les systèmes de santé, la façon qu'on est organisé, et aussi peut-être au niveau sur le terrain, au niveau des organismes qui veulent vraiment juste le bien des personnes, puis de travailler de concert avec eux.
Donc, pour moi, tu sais, puis on sait qu'il y a tu sais, nous disent, ah, il y a des politiques qui existent pour gérer les directions, mais en pratique, c'est pas toujours comme ça. Donc, je pense aussi qu'il faut remonter la réalité des enjeux qui sont vécus dans le réseau. Et aussi, je trouve que ça nous prend des données. Des données qui vont parler à plusieurs instances, soit gouvernement, soit système de santé, communautaire, les personnes, les proches aidants. Donc, il faut vraiment aussi avoir le portrait pour ramener les impacts, les effets, les expériences, pour tout remonter ça, puis dans mon grand espoir qu'on ait un système plus efficace et intégré. Donc, dans le fond, ce que je retiens, Tania, deux choses super importantes. L'intégration, donc d'avoir une vision systémique, puis évidemment l'importance d'avoir des données pour prendre des bonnes décisions, justement pour avoir une meilleure intégration des soins et des services. Euh, je peux me permettre, moi, je vois j'ai beaucoup d'espoir, en fait, sur différentes initiatives qu'il y a actuellement pour faire davantage de place aux patients puis à leurs familles. Je regarde le développement. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être à Agrément Canada, j'étais dans le réseau de la santé au Québec. J'ai vu, dans le fond, un développement incroyable par rapport à tout ce qui est partenariat patient et famille. Ça s'observe aussi ailleurs. Ça a progressé de façon très, très importante en peu de temps. Il y a des belles initiatives qui sont faites et il y a vraiment une volonté où c'est vraiment dans les objectifs au niveau du leadership aussi, de développer ce partenariat-là qui est intéressant. Du côté d'Agrément Canada, on a des patients visiteurs aussi qui sont intégrés à des visites, donc une évaluation là, qui est faite au niveau de l'agrément. Malheureusement, ce n'est pas intégré au Québec. Mais ça se passe ailleurs où il y a possibilité et on espère bien qu'un jour on peut l'avoir au Québec. Mais il reste que ces initiatives-là, moi, me donnent beaucoup d'espoir parce qu'on vient vraiment rapprocher, dans le fond, l'offre de service puis l'ajustement de tout ça par rapport à ce qui a de la valeur aux yeux du patient et vraiment rapprocher davantage de ces besoins-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant, toutes ces initiatives-là avec un développement ultra rapide, là. Merci. Puis en fait, Isabelle, vous amenez la notion de valeur et ça Mhm. m'amène à la prochaine question. Vous savez, évidemment, particulièrement ici au Canada, on voit de plus en plus des gens qui vont partir à la retraite, qui travaillent dans les systèmes de santé à travers les différentes provinces et territoires. Et on a aussi, en parallèle à tout ça, dans le fond, des nouvelles recrues, en fait, qui arrivent dans ces systèmes-là, qui sont complexes, qui sont des fois posent certains défis, comme vous l'avez mentionné depuis le début. Si vous aviez en fait, des mesures à conseiller à ces gens-là pour améliorer la sécurité des patients, ce serait quoi? Donc, je vais commencer cette fois-ci avec Isabelle. Ben, en fait, la première chose, je leur dirais, c'est bravo, vous avez choisi une profession extraordinaire parce que le milieu de la santé, ça peut être passionnant. Je leur dirais premièrement d'être curieux, d'aborder dans le fond leur profession ou leur métier avec curiosité, de poser des questions aussi, de ne pas avoir peur de parler puis de s'exprimer quand il y a des choses qui semblent un peu risquées, parce que la sécurité, ça commence par une vigilance qui est partagée entre chacun, par une communication qui est ouverte aussi entre les personnes, puis il y a beaucoup de problèmes, en fait, et de risques qui sont évités par cette communication-là, cette ouverture, puis par le fait de poser des questions. Euh, Ce que j'ai remarqué, moi, à travers toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui sont protocolisées, qui apparaissent très, très, quand on débute, qui apparaissent vraiment compliquées. Pas complexes, mais vraiment compliquées. Et les gens, des fois, disent c'est donc bien compliqué. Puis, dans le fond, ils sont pas tentés de suivre ces protocoles-là, mais dans le fond, je pense que c'est important de poser des questions puis prendre le temps de comprendre les choses. La plupart du temps, ces protocoles-là ou ces façons de faire-là ont été mises en place pour protéger les patients, les équipes, et ont leur, je dirais, leur raison d'être.
Et s'il n'y a pas de raison d'être, ben, c'est bien de les questionner et de les remettre en question à ce moment-là, mais il reste que souvent, c'est important de prendre le temps de bien comprendre les choses et quand on les comprend, de les expliquer aussi aux autres. Mm. Ça change complètement la façon dont on regarde ça et ça devient, je dirais, un peu plus dans la nature des choses de suivre ces protocoles-là qui ne sont pas là pour rien la plupart du temps. Ce que je Fait comprends, c'est la notion vraiment de créer du sens derrière ces normes, ces oui, protocoles-là tout à fait. qui sont Puis là pour... Oui, pour l'importance pour moi, c'est que quand on commence dans une profession, dans un rôle, je dirais c'est de s'y investir puis d'être curieux. Après ça, généralement, ça nous rend, on y gagne assurément, puis on progresse comme individu à travers tous ces apprentissages-là. excellent. Merci beaucoup. Donc, puis ça rejoint aussi ce que vous avez nommé au début, la notion d'intelligence collective, hein, cette Tout à notion-là fait. d'apprendre Oui, ensemble. exactement. Excellent. Cassandra? Oui, ben c'est une excellente question, puis j'aurais deux sous-réponses à cette question-là. Premièrement, j'aimerais souligner aussi le fait, ce que je pense Isabelle Tognier avait dit plus tôt, le fait de remercier les gens qui se dévouent au réseau de la santé parce que ce n'est pas un domaine facile. Que ça soit comme PAB, infirmière, médecin, peu importe, c'est pas un domaine facile. Puis, je dirais aussi, par rapport au professionnel, avant de rentrer sur l'angle patient, c'est aussi de dire que c'est correct de ne pas tout savoir, d'être curieux, d'avoir besoin des autres. C'est normal. On exerce une profession, on s'est spécialisé dans un domaine. Parfois, d'avoir besoin d'aller cogner à la porte de quelqu'un d'autre ou de faire de la recherche parce qu'on n'a pas la réponse sous le bout des doigts, ce n'est pas une défaite. C'est correct. Deuxièmement, là, je remets mon chapeau de patiente. Moi, ce que je dirais, c'est, selon moi, la sécurité concernant les patients, c'est une question qui me touche personnellement, c'est parce que j'ai été exposée à plusieurs choses, puis j'ai vu à la fois des choses qui étaient bien et des choses qui étaient mal. Mais ce que je dirais, si je devrais choisir une mesure, c'est la sécurité, qu'elle concerne les patients, les proches aidants ou les professionnels du réseau de la santé. Ça pose avant tout sur une collaboration. Moi, je veux vraiment revenir sur la collaboration réelle entre les acteurs. Puis, chaque intervenant apporte un plus-value. Puis, c'est fondamental, selon moi, de continuer à renforcer cette approche-là collective, puis de briser les silos, tant au niveau des institutions, au niveau justement des différentes instances externes, favoriser le dialogue, puis la reconnaissance mutuelle, le travail intersectoriel, puis créer des environnements de soins plus sûrs, plus humains, puis plus efficaces. Puis je pense justement, c'est encore là, on le ramène, de travailler en collaboration parce que les visions sont différentes. Donc, on va demander à un professionnel, pour toi, c'est quoi rendre les soins plus sûrs? Si le professionnel se sent mieux, qu'il y a un support au niveau de la charge de son travail, au niveau de la santé mentale, il va être plus disposé à pouvoir rendre justement un service efficace et bien pour le patient. Puis en même temps, si on demande la question au patient, pour vous, c'est quoi avoir justement un processus de soins plus sûr? La réponse va être complètement différente. Et encore là, je le ramène, si on fait cette réflexion-là en amont et non en gestion de crise, ça fait que justement, les acteurs autour de la table peuvent mobiliser et dans le processus, on peut évoluer plus efficacement. Et là, si on retourne avec le point que Isabelle et Tania a apporté, on peut mettre en place des camps, des processus internes, des processus externes, mais au niveau du M3S, il y a plein de mesures qui ont été mises de l'avant sur le partenariat patient, puis je seconde Isabelle là-dessus. C'est vraiment depuis 2015 une montée exceptionnelle du partenariat patient tant justement au niveau du M3S qu'au niveau des institutions, on voit justement l'émergence. Puis moi, en tant que patiente, je suis très contente. Puis on pourra en parler longtemps des initiatives, mais même justement au niveau justement du projet de loi qui a été mis en place pour la réforme du système de santé, dans le cœur des objectifs, le patient partenaire et justement le parcours de soins du patient est au cœur de la réflexion. Et ça, en tant que patiente, je suis contente. C'est sûr que dans les prochaines heures, on va voir comment ça va se mettre en pratique, mais déjà là, qu'on ait cette réflexion-là, ça me touche en tant que patiente, donc j'aimerais souligner. Donc, voilà. Merci. Dans le fond, ce que j'entends derrière les différents éléments que tu as abordés, c'est l'importance de créer des environnements qui sont favorables à la discussion sur la sécurité des patients. Donc, parce que ça passe pas juste par des actions, mais ça passe aussi par l'échange de différents points de vue. C'est ce que j'entends derrière ce que tu nous as apporté. Et pas juste être en situation de crise et non pas être uniquement réactif, mais d'agir avant qu'il y ait des incidents, des accidents. Merci beaucoup. Tania?
Oui, moi aussi, c'est beaucoup la curiosité. C'est important de poser des questions, d'écouter, de comprendre, d'observer, de ne pas réagir, de prendre le temps de bien saisir toutes les perspectives et les enjeux qui sont autour pour vraiment utiliser cette optique d'amélioration de la qualité, puis vraiment mettre en œuvre ce qu'on apprend. Faut pas aussi avoir peur d'essayer quelque chose, que ça marche pas, qu'on revienne en équipe, on regarde ce qu'on a mis en œuvre, on regarde qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis de s'adapter, parce que c'est comme ça qu'on apprend, je trouve. C'est dans les essais, les erreurs. Évidemment, on prend des risques mitigés, vraiment dans l'optique d'améliorer l'expérience et les services qu'on offre aux personnes, mais c'est vraiment puis d'aborder ces conversations, les situations avec une humilité. Ce que j'ai compris tout au long de ma carrière, je ne sais pas tout, j'ai pas toujours toutes les réponses. J'apprends à tous les jours, donc pour moi, puis j'apprends de tout le monde. J'adore observer, écouter, voir, vraiment comprendre la perspective des autres pour vraiment nous amener ailleurs et puis de mettre en place des améliorations qui vont vraiment toucher tout le monde, puis que tout le monde se sente partie prenante et puis plus en équipe. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je considérais. Puis aussi, ben, merci de travailler dans le domaine de la santé. C'est pas facile. Des fois, on peut être un petit peu découragé. Mais il y a tellement de bons coups, il y a tellement de belles pratiques, on n'en parle pas assez. Donc, il faut vraiment les soulever. Puis, je trouve que c'est comme ça qu'on va entraîner les gens. Puis, dans le fond, il y a deux choses que je retiens aussi de ce que vous avez dit depuis les tout débuts là, de notre session aujourd'hui. En fait, la notion d'apprendre comme individu, mais aussi que ce qu'on fait, donc d'essayer, hein, Tania, ce que tu dis dans le fond, c'est d'essayer pour essayer de s'améliorer. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait, mais l'erreur fait partie de l'apprentissage qu'on a comme groupe, comme organisation, comme collectivité pour tenter de faire mieux. Puis ça, quand ça s'inscrit dans la notion d'humilité, ben c'est là où on peut avancer ensemble pour créer de meilleures conditions, comme Cassandra le disait, là, l'environnement qui va être favorable à cette discussion-là. Merci. Avant de passer à la prochaine question, en fait, je vais réitérer aux gens qui sont avec nous aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le clavardage de la foire aux questions pour nos panélistes. Donc, n'hésitez pas en français ou en anglais. On va prendre vos questions avec plaisir. Donc, ce qu'on vient de discuter m'amène à la prochaine question, en fait, et vous avez déjà abordé un petit peu cette dimension-là. Donc, je vais vous demander juste de bonifier si vous avez un autre élément à apporter. On sait que la sécurité des patients, et vous l'avez dit vous-même, passe par la collaboration interdisciplinaire, donc par les équipes. Donc, vous avez donné quelques exemples de comment vous collaborez avec d'autres professionnels, d'autres gens impliqués dans le parcours de soins. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter par rapport à cette dimension-là, de collaboration? Peut-être juste en complément, dans nos programmes d'agrément, euh, la question de l'interdisciplinarité est évaluée, là, parce que c'est clair que les données probantes sont à l'effet que euh, ça garantit sécurité et qualité des soins. Euh, mais ça fait partie, dans le fond, des dimensions qu'on évalue. On encourage donc de façon systématique à ce qu'il y ait une collaboration. C'est vrai à l'intérieur, je dirais, de nos équipes d'agrément aussi, où on a des gens avec des parcours très différents parfois qui participent à cette évaluation-là. Et c'est vrai à l'intérieur même de l'organisation où, si je prends l'exemple de mon équipe immédiate, on a des gens avec des parcours complètement différents, des formations différentes aussi. Et ça a pour impact justement de pouvoir développer des programmes, des façons de faire qui sont beaucoup plus complets. Et en ce sens-là, moi, quand on parle d'interdisciplinarité, ben, c'est important aussi d'inclure le patient à l'intérieur de tout ça et sa famille. Quand j'ai le patient, souvent, je parle de sa famille aussi et des proches aidants parce que ça fait partie des gens qui sont importants à l'intérieur de cette relation-là. Donc, c'est important de pouvoir inclure ces gens-là parce que ça nous donne, dans le fond, un reflet vraiment
davantage complet de ce qui se passe vraiment. Et parfois aussi, ça nous amène d'autres perspectives qui font en sorte que les solutions sont beaucoup mieux adaptées et plus durables aussi dans le temps, parce que nécessairement plus complètes. Je reviens à mon concept d'intelligence collective. Là encore, ça s'applique, je pense. Excellent, merci. Dans le fond, est-ce que Tania, Cassandra, vous vouliez réagir? Avez-vous autre chose à ajouter à ce que Isabelle vient de partager? Ben peut-être, moi j'aurais un petit quelque chose. Une grande partie de ce que j'aurais voulu soulever, je l'ai soulevé plus tôt, là, mais tu sais, si j'aurais un petit bémol à rajouter par rapport à ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est pas toujours le cas que la collaboration intersectorielle est implantée dans les milieux. Comme je l'ai dit, au Québec, c'est de plus en plus le cas, mais on est dans un contexte pan-canadien. Donc, est-ce que c'est tous les milieux qui le sont? Pas nécessairement. Puis souvent, les soins sont fragmentés, puis les équipes travaillent en silo. On a cette problématique-là de silo qui revient. Puis cela nuit en fait à la fluidité du parcours du patient. Comme on en a parlé plus tôt, tu sais, on a aussi le processus bureaucratique là, qui est aussi à l'externe, qui peut être un enjeu aussi. Fait que, tu sais, les ruptures ont aussi des conséquences sur à la fois les professionnels et les patients. Puis le professionnel peut aussi se trouver dans une position où il va se sentir isolé ou surchargé. Puis il ne saura pas nécessairement quoi faire avec le patient. Je le réfère où, je fais quoi, moi, ça dépasse mes compétences. Est-ce que je suis capable de reconnaître, surtout dans le cas des patients sans diagnostic ou des cas complexes, où je l'envoie, où il y a de la place, comment je réfère le patient, qu'est-ce que je donne au patient comme information. Fait que, tu sais, il y a une position qui n'est pas très agréable non plus pour le professionnel là-dedans. Puis, je pense que c'est important de renforcer les ponts entre les disciplines pour justement aider la fluidité puis les ressources, puis de reconnaître la complexité des savoirs, puis qu'on ne sait pas tout, puis de bâtir vraiment une trajectoire de soins plus cohérente, humaine, mais aussi comment on peut fluidifier le tout pour que justement le patient ait moins d'enjeux de frein, mais aussi que le professionnel soit pas confronté à ces freins-là. Voilà. Donc, d'avoir les multiples perspectives, tout en l'idée de créer des trajectoires de soins, tout en restant aussi dans une perspective d'individualiser les soins et les services aux besoins des patients. Tout à fait. Donc, un double défi, dans le fond, à différents niveaux. Exactement. Euh, merci beaucoup, Cassandra. On a quelqu'un qui a posé une question dans le clavardage. Donc, je pense que la question est pour Isabelle. Donc, est-ce qu'en Alberta, il y a du développement pour les services d'hospitalisation à domicile selon ta connaissance? Et si oui, qu'en est-il pour les soins aux aînés francophones, donc en situation de minorité linguistique? Ce sont deux excellentes questions. Je dois dire cependant que je m'y connais moins pour ce qui est du système de santé de l'Alberta, mais dans le fond, je souhaite sincèrement que ça se développe si ce n'est pas déjà le cas du côté de l'Alberta. Peut-être que j'inviterai la personne qui a posé la question à devenir mon ami sur LinkedIn et je pourrais le diriger vers des personnes qui vont être à même de répondre à cette question. Je suis désolée. Mais je serais curieuse d'avoir la réponse par contre. Excellent. Merci beaucoup. On a parlé, en fait, depuis le début, à travers les différentes questions auxquelles vous avez répondu et les différents échanges, euh, comment, en fait, on peut créer des environnements qui sont plus sûrs pour faire en sorte que, justement, on contribue à améliorer la sécurité des soins. Euh, la perspective, par exemple, de la perspective des leaders en santé ou de la perspective patient ou proche aidant ou peu importe, quels sont, selon vous, euh, d'autres éléments clés qu'on devrait avoir? Donc, vous avez parlé de la communication ouverte, de l'écoute, de la curiosité. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés aujourd'hui et qui seraient clés, selon vous, pour justement créer cet environnement-là qui est sûr pour, en lien avec la sécurité des patients? Tania? Il faut maintenir des bonnes relations avec nos partenaires. Si je fais un petit peu un recul sur ce que Cassandra apportait, c'est facile dans le quotidien de juste aller de l'avant tout seul et puis d'essayer de mettre tout ensemble, tu sais, juste mettre tout ensemble un programme, un service pour quelqu'un, dans le système. Mais je pense que faut vraiment, des fois, sortir, tu sais, relever la tête, regarder autour de nous, c'est qui nos partenaires, peut-être ceux qu'on a moins l'habitude de travailler avec, puis vraiment de maintenir des bonnes relations avec nos partenaires parce que ça va nous aider à long terme, là, juste pour s'assurer qu'on offre tu sais,
une qualité puis un service vraiment sûr pour nos patients et nos clients et nos participants dans nos programmes. Donc, je pense que c'est vraiment à la base, là, c'est de maintenir des bonnes relations, réciproques aussi, pas toujours prendre, mais vraiment être partie prenante avec nos partenaires. Merci beaucoup. La notion de réciprocité dans les partenariats. Euh, Cassandra, allez-y. Oui, ben c'est sûr que c'est une question qui me touche personnellement, tu sais, vu que j'étudie dans le domaine de l'administration publique, puis j'ai une expérience en politique et comme patiente, on pourrait partir dans tous les sens, fait que je vais essayer de centraliser ma réponse. Mais tu sais, pour faire un petit peu du pouce sur ce que Tania a dit, je suis convaincue que chaque acteur a un rôle essentiel à jouer. Puis, tu sais, la pertinence de toutes les parties prenantes, que ce soit du patient aux décideurs, en passant par les professionnels, doit pleinement être reconnue puis pris en compte. Puis, c'est en valorisant les forces de chacun qu'on peut construire une approche réelle de co-construction. Je mets vraiment la force sur co-construction, puis être capable de répondre aux besoins concrets du terrain. Puis, tu sais, pour y parvenir, je crois qu'il faut accorder une vraie place à chaque voix autour de la table dans toutes les étapes du processus. C'est vraiment avoir une dynamique équilibrée, puis à la fois ascendante, puis descendante. Donc, vraiment d'avoir l'approche top-down, down-up le plus possible, puis d'apporter un leadership positif inclusif. Puis je pense aussi que nos. Là, je suis en train de taper sur la tête de personne, j'aimerais juste le réitérer, mais tu sais, des fois, il peut y avoir une distorsion entre ce qui se passe du côté politique et de ce qui se passe du point de vue terrain. Puis ça, ben, c'est comment qu'on peut travailler ensemble pour justement briser cette barrière-là, puis ces dynamiques-là de pouvoir pour justement améliorer le processus au plus. Fait que, tu sais, je pense que à la fois, les gens terrains ont un rôle à jouer, mais à la fois, justement, les instances décisionnelles ont un rôle à jouer dans leur approche. Et là, merci. Donc, encore là, toute l'importance de la vision systémique, hein. Donc, quand j'entends le volet politique avec le volet clinique, donc comment est-ce qu'on rallie, dans le fond, l'ensemble de ces acteurs-là? Isabelle? Euh, En fait, il y a les leaders formels et informels, sont, ils sont tous importants, mais en même temps, je reviens vraiment au leadership le plus formel. Euh, c'est vraiment les gens qui donnent le ton à l'intérieur d'une organisation et qui vont donner la direction à leurs équipes. En ce sens-là, leur rôle est très important. Ce sont eux aussi qui vont donner la place ou la possibilité, en fait, de discuter de ce qui va bien ou moins bien. Ils influencent directement la culture au niveau de la sécurité et moi, je remarque en fait que si par exemple, je fais j'essaie de comparer des organisations entre elles par rapport à leur performance en matière d'agrément. Il y a une différence là où il y a un leadership fort envers l'amélioration continue avec des valeurs fortes en sécurité et en qualité des soins. Fait que c'est clair qu'il y a une influence qui est très, très importante et ça se manifeste souvent par une propension aussi, comme Cassandra le nommait tout à l'heure, à faire redescendre des orientations, mais aussi à s'alimenter à partir du terrain, à partir de ce qui se passe, à partir des professionnels et d'avoir cette ouverture-là aussi pour le faire. Et en ce sens-là, ben, moi, je pense que le rôle est vraiment très important à jouer et à le jouer pleinement. Donc, merci. Puis on a vu beaucoup de réactions du public aussi là, à ton propos, Isabelle. Donc, toute l'importance de l'amélioration continue Mhm. pour améliorer la sécurité Tout à fait. des patients. Et tout ça passe par un leadership solide, bien ancré, qui a une direction, qui a une vision. Oui, Oui, Cassandra. Oui, puis si je peux répondre à Isabelle, si on y va dans le processus un peu la même vision que le patient partenaire envers une institution, si justement on part du haut, donc vraiment des instances gouvernementales, puis qu'on prend le temps de vraiment constater les réalités qui sont exposées, par exemple avec Agrément Canada dans chaque institution, on réalise que les besoins sur le territoire ne sont pas les mêmes. Juste par exemple, si on prend exact. l'exemple des CIUS. Si on compare un CIUS qui va être plus éloigné qu'un CIUS de Montréal, les enjeux et les besoins ne sont pas les mêmes. Mm. Donc, des fois, de redescendre à la fois dans les institutions et à la fois dans le patient, on n'aura pas les mêmes enjeux, mêmes réalités, mais ça permet de couvrir des angles morts que statistiquement ou avec des études qu'on réalise, des données probantes, on n'est pas nécessairement capable d'exposer. On peut en faire une grande partie, je suis 100% d'accord sur ce point-là, mais des fois, oh, hey, cette réalité-là, on ne l'avait pas mis dans les questions, on ne Mhm. l'avait pas mis dans le cas d'études, c'est pas sorti, mais
c'est vrai que c'est une réalité qu'on couvre vraiment en région. Par exemple, les soins, souvent, quand on est en région, la distance entre où est la ressource et le patient est beaucoup plus longue que si on expose à Montréal. Ah, ben, allez voir justement les institutions, c'est quoi vos pratiques? Ben, vous avez mis ça. Ah, ben, c'est intelligent. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une approche qui est importante. Fait que je voulais juste rajouter ce point-là avec Isabelle. C'est l'âge. Juste pour clarifier pour les gens dehors du Québec qui sont peut-être moins familiers, CIS, c'est un centre intégré de santé et de services sociaux. Et un CIUS, c'est un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Donc, juste à des fins de Oui. clarification. Merci beaucoup. On est déjà, en fait, presque à la fin de notre session ensemble aujourd'hui. Je vous remercie énormément, en fait, Tania, Cassandra et Isabelle, pour cette discussion-là qu'on a eue ensemble, qui a été fort enrichissante. Et en fait, j'aimerais ça comme mot en fait de clôture du panel avant que je donne aussi d'autres informations aux gens qui sont connectés avec nous. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire, vous? Parce que si vous travaillez dans le réseau aujourd'hui, de près ou de loin, euh, qu'est-ce qui vous inspire, vous, en matière de sécurité des patients? Qu'est-ce qui fait que vous gardez espoir en l'amélioration de ce qu'on peut mettre en œuvre pour justement faire en sorte qu'on soit toujours dans une démarche d'amélioration continue? Donc, je vois Isabelle déjà sur mon écran. Peut-être je Oui, commencerai avec toi. en fait, ça, ça fait déjà un moment que je travaille en santé, puis je garde, je dirais, je suis encore très motivée à faire ce que je fais parce que à travers le temps, je vois des améliorations. Oui, il y a des problèmes, il y a des choses à régler, il y a des silos encore, mais il y a des améliorations, il y a des choses qui se passent très bien au quotidien. Et dans le fond, je pense qu'il faut miser surtout. Il n'y a pas, euh, et souvent, les gens, chaque petite amélioration qu'on amène, c'est une amélioration au système. Peu importe la grandeur du projet, je pense qu'il faut rester focusé là-dessus. Chaque amélioration, aussi petite qu'elle soit, peut avoir un impact considérable, voire sauver des vies. Moi, ce qui me fait plaisir, encore là, anecdote, parfois je suis une patiente du réseau de la santé et à chaque fois qu'on utilise, par exemple, le double identifiant pour savoir si je suis la bonne personne qui se fait traiter, ben, je vous avoue que ça me fait plaisir parce que je me dis que quelque part, on a appris collectivement et que c'est un geste de sécurité qui est appliqué de façon quotidienne partout et que ça a été bien compris. Fait qu'en ce sens-là, pour moi, chaque amélioration, je pense que c'est ça qui me motive, qui me fait penser que on a des soins qui sont sécuritaires et de qualité au Canada. Ben je trouve ça motivant à tous les jours. Merci. Puis ce que j'entends aussi derrière ton propos, Isabelle, c'est que oui, on peut inventer des nouvelles choses pour constamment Oui, s'améliorer, mais c'est aussi la constance avec laquelle on pose ces petits gestes-là, comme la double exactement. identification, qui font en sorte de renforcer aussi la sécurité dans le réseau de santé. Puis il n'y a pas de petites améliorations. Ce sont des améliorations. Je pense que c'est vraiment le message, puis tout le monde peut y contribuer. Vraiment tout le monde. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Tania? Moi, ce qui m'inspire, c'est la créativité et la persévérance des gens qui travaillent dans le réseau. Quand j'ai quitté la pratique clinique, j'ai travaillé avec Agrément Canada pendant 5 ans et j'étais responsable des meilleures pratiques, du programme des meilleures pratiques. Et ça m'a tellement inspirée de voir la créativité des gens qui travaillent à tous les jours dans le réseau avec cette optique d'amélioration de la qualité. Puis c'était pas nécessairement, comme Isabelle dit, des nouvelles affaires, des technologies, mais c'était vraiment juste des changements au quotidien qui tenaient compte de la perspective des patients, des personnes qui travaillaient dans le milieu, des partenaires. Donc, des proches aidants. Donc, pour moi, c'est vraiment inspirant que les gens, ils sont vraiment persévérants dans le système. Ils veulent vraiment, ils tiennent à cœur l'expérience des patients, des proches aidants
aussi de leur propre expérience dans le réseau aussi. C'est de plus en plus important. Et vraiment cette capacité aussi d'adaptation continue. On voit tout le temps les changements dans le réseau avec les programmes, les réformes, les ci, les ça, les subventions. Mais les gens sont tellement créatifs et persévérants, puis ça m'inspire à tous les jours de continuer d'œuvrer dans ce domaine avec cette optique de vraiment s'assurer que les soins, les programmes, les services qu'on offre sont vraiment de bonne qualité et offrent évidemment une sécurité pour le personnel et pour les patients. Merci, Tania. Donc, toute cette dimension-là d'être créatif, puis de retrouver aussi à quelque part un sentiment de contrôle malgré les choses qu'on ne contrôle pas pour continuer d'avancer, toujours dans un esprit d'amélioration. Merci. Cassandra? Oui, ben en fait, je seconde Tania et Isabelle sur leur approche. Puis moi, ce que je dirais, c'est que chaque changement compte. Puis quand je m'implique en tant que patiente, une de mes motivations premières, c'est que je me dis, on parle de vie humaine. Puis si on réussit à améliorer le parcours de soins, le système de santé, c'est au-delà du patient. C'est sûr que moi, une de mes priorités premières, c'est justement le parcours de soins d'un point de vue patient, mais même au niveau des professionnels. Puis je pense qu'on l'a abordé de plusieurs angles différentes avec nos expériences propres à chacune. Quand on parle de sécurité, je crois qu'il faut le voir d'un point de vue global professionnels, personnes qui travaillent dans l'administratif, le patient, vraiment tout le monde. Puis si on réussit à travailler ensemble pour pouvoir améliorer la sécurité des soins, ça va être gagnant pour tout le monde. Puis moi, à chaque fois que je m'implique, je me dis, ben moi, je peux faire ma petite différence, en fait. Je n'aurai peut-être pas un impact global, je ne suis pas au niveau du ministère, puis je ne peux pas faire un claquement de doigts avec une baguette magique, puis tout résoudre. Mais peut-être que justement, juste la conférence d'aujourd'hui, peut-être que ça va avoir de l'impact, puis ça va avoir fait un petit changement dans chacun des milieux des gens qui nous ont vus aujourd'hui. Donc, c'est une des motivations premières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cassandra. Donc, en résumé, en fait, si je reprends des mots-clés que vous avez utilisés aujourd'hui, évidemment, il y a toute la complémentarité des rôles, donc la part unique que chacun a dans l'ensemble du processus des soins, donc y compris la lentille du patient partenaire comme étant un acteur clé, la collaboration, l'importance aussi de bâtir des relations de confiance, des partenariats. Et ça repose aussi sur une vision et un leadership qui est fort. Et avec cette perspective-là de toujours apprendre en continu, et d'être à l'écoute. Cette dimension-là a été beaucoup quelque chose que vous avez ramené, à être à l'écoute parce que c'est en s'écoutant les uns les autres qu'ensemble, on va co-construire cette notion-là que Cassandra a amenée, de co-construire la sécurité ensemble à travers l'évolution de la façon dont on va prodiguer les soins, que ce soit à travers des nouvelles technologies, que ce soit à travers l'hospitalisation à domicile, par des services communautaires qui sont plus solides aussi, pour faire en sorte qu'on soit en meilleur qu'on soit en position de mieux desservir les besoins et les personnes qui vivent avec ces besoins-là, que ce soit les proches aidants aussi ou l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, je vous remercie encore pour cette discussion-là aujourd'hui. Puis pour faire suite à cette discussion-là, on le sait qu'à Excellence en Santé Canada, on est aussi beaucoup centré sur l'action. Donc, je vous invite, les gens qui sont avec nous, de prendre un moment pour aller voir notre site web. Vous allez voir dans le clavardage aussi, il va y avoir une référence qui va apparaître en lien avec le défi soins appropriés d'Excellence en Santé Canada. C'est un programme qui vise à aider les organismes qui fournissent des soins et des services de santé à lancer ou à bonifier des initiatives ayant pour objectif les bons soins au bon moment, au bon endroit, tout en réduisant les visites qui sont évitables aux urgences. Donc, vous pouvez participer au défi et faire l'activité Célébrer les gestes quotidiens pour la sécurité des soins pour tenter de remporter des prix en argent. Vous aurez également accès à davantage de prix de soutien de la part d'Excellence en Santé Canada pour mettre en œuvre et surtout pérenniser ces améliorations-là qui favorisent l'accès aux soins dans des domaines là, qui vous tiennent à cœur. Vous avez jusqu'au 31 octobre, donc c'est très bientôt, hein, c'est demain la date limite. Donc, vous avez les informations dans le clavardage. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, il y a des liens aussi pour rejoindre les gens qui sont responsables de ces programmes-là. Je vous remercie
tous et toutes pour votre présence. On espère que cette séance-là a été en fait instructive et qu'elle vous a amené à réfléchir, mais aussi à avoir des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien pour justement améliorer la sécurité des soins et des services sous la différente lentille des différentes personnes impliquées tout au long des parcours de soins. Vous allez recevoir un courriel de suivi en lien avec l'enregistrement puis certaines ressources que vous pouvez faire suivre aussi à vos collègues. On vous invite à partager avec vos collègues ce que vous avez entendu aujourd'hui. Puis pour conclure la séance, vous allez voir à l'écran un sondage apparaître d'ici quelques secondes. Vos commentaires nous sont très précieux pour l'amélioration, nous aussi, de la façon dont on travaille avec vous tous à travers le pays. On vous invite à prendre le temps de répondre à ce sondage-là. Aussi, vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion, donc à la liste d'envoi d'Excellence en Santé Canada pour recevoir des nouvelles par rapport aux ressources, aux occasions d'apprentissage et bien plus encore concernant les événements comme ceux d'aujourd'hui pour rester vraiment connecté avec nous. Évidemment, je tiens encore une fois à remercier nos panélistes, Tania, Cassandra et Isabelle, pour votre précieuse réflexion, votre contribution. Je pense que vous avez semé à quelque part dans la tête de tous les gens partout au pays aujourd'hui une réflexion, puis aussi des alternatives, puis des actions à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité des patients. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Pour moi, ça a été un plaisir pour cette première en français à Excellence en Santé Canada d'être votre animateur pour cette série Plein Feu. Merci à tous. Merci. Merci, Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.